L'éducation, c'est un peu le moteur qui fait avancer un pays, qui façonne son avenir et son économie. On a tendance à l'oublier, à le prendre pour acquis, mais que se passe-t-il quand ce moteur essentiel se met à tousser? C'est précisément ce qui est en train de se jouer en Côte d'Ivoire. Avant de se plonger dans les détails et les chiffres, prenons une seconde pour se poser une question fondamentale. L'éducation, au fond, c'est quoi? Juste apprendre des dates et des formules par cœur, ou est-ce que c'est autre chose? Peut-être allumer cette petite étincelle qui permettra à la prochaine génération de créer, d'innover. C'est cette interrogation qui va guider toute notre analyse. Pour bien saisir l'enjeu, cette citation du docteur H. Daniel Eddy, un expert ivoirien, est parfaite. Il parle de l'éducation comme du fondement d'une nation. Le problème, c'est que pour la Côte d'Ivoire, ce fondement est en train de se fissurer sérieusement. Et quand les fondations sont fragiles, tout l'édifice risque de s'effondrer. Bon, pour comprendre l'ampleur du défi, il faut regarder la réalité en face. On va commencer par les problèmes les plus concrets, ceux qui touchent les écoles ivoiriennes au quotidien et paralysent le système. Alors, accrochez-vous, on commence avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. En 2020, une école publique sur 4 n'avait pas d'électricité. Essayez juste d'imaginer. Apprendre ou enseigner sans lumière dès que le ciel se couvre, sans le moindre ventilateur sous une chaleur écrasante. Et ça ne s'arrête pas là. Une école sur 5 n'avait même pas de toilette. On ne parle pas de confort ici, c'est bien plus grave. C'est une question de santé publique, de dignité, et c'est un véritable obstacle à l'éducation, en particulier pour les jeunes filles. Et pour compléter ce tableau, près d'un quart des écoles n'avaient aucun accès à l'eau. Pas d'eau pour boire, ni même pour se laver les mains. Si on met ces 3 chiffres bout à bout, on a une image assez glaçante des conditions dans lesquelles des milliers d'enfants sont censés apprendre chaque jour. Forcément, des infrastructures aussi défaillantes, ça entraîne un autre problème énorme, le surpeuplement. Regardez bien ces graphiques. Dans le public, en foncé, on voit des classes de 80, voire plus de 100 élèves. Comparez ça au privé, c'est le jour et la nuit. Pareil pour le nombre d'élèves par enseignant. La question est simple, comment un prof peut-il faire son travail correctement dans ces conditions? Mais le problème, ce n'est pas seulement les bâtiments, non. Le deuxième gros souci, c'est ce qu'on apprend à l'intérieur de ces murs. Le programme scolaire lui-même semble complètement déconnecté du monde d'aujourd'hui. Le cœur du problème, c'est une méthode d'enseignement qui a très peu évolué depuis l'époque coloniale. Tout est basé sur le par cœur et la récitation. En gros, on remplit les têtes d'informations, mais on n'apprend pas aux élèves à réfléchir, à analyser, à être créatifs. Là, le décalage est flagrant. D'un côté, un système qui valorise la répétition. De l'autre, les compétences qui sont absolument vitales au XXIe siècle. L'esprit critique, la collaboration, la résolution de problèmes. C'est clair, le système actuel ne prépare pas les jeunes à ce qui les attend. Et la conséquence directe de tout ça, elle est brutale. Les diplômés débarquent sur le marché du travail sans avoir les outils nécessaires. C'est un frein immense pour leur avenir personnel, bien sûr, mais c'est aussi un boulet pour le développement économique de tout le pays. Ok, le constat est dur, c'est vrai, mais ce n'est pas une fatalité. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on va parler des solutions. Explorons maintenant des idées novatrices qui pourraient bien tout changer. L'une des idées maîtresses, c'est la décentralisation. Le principe est simple. Au lieu que tout soit décidé depuis un bureau dans la capitale, on donne plus de pouvoir et d'autonomie aux régions et même directement aux directeurs d'école et aux enseignants. L'objectif, c'est d'avoir une éducation beaucoup plus agile, plus pertinente, adaptée aux réalités du terrain. Une autre piste tout aussi audacieuse, diversifier l'offre. Imaginez un système où, à côté des écoles publiques traditionnelles, on trouverait des écoles à charte, plus indépendantes et innovantes, des cursus en ligne de qualité ou encore un soutien renforcé pour l'école à la maison. L'idée, c'est de créer une saine émulation et de redonner le pouvoir de choisir aux familles. Bien sûr, aucune de ces réformes ne peut fonctionner sans les enseignants. Ils sont la pierre angulaire de tout le système. Il est donc absolument crucial de revaloriser ce métier. Et ça passe inévitablement par de meilleurs salaires pour attirer et retenir les talents et pour enfin reconnaître leur rôle fondamental. Voilà pour les grandes réformes de structure. Maintenant, entrons carrément dans la salle de classe. Comment peut-on transformer l'expérience d'apprentissage au quotidien? Première révolution possible, l'apprentissage par projet. Fini l'élève assis qui écoute passivement. Ici, les élèves deviennent acteurs. Ils mènent l'enquête, ils travaillent sur des cas concrets, ils cherchent des solutions à des problèmes réels. On apprend en faisant, et ça ancre les connaissances durablement. Savoir résoudre un problème seul, c'est bien. Savoir le faire en équipe, c'est encore mieux. C'est tout l'enjeu de l'apprentissage collaboratif. On place le travail de groupe au centre de la pédagogie. Ça développe des compétences essentielles pour le monde professionnel. La communication, l'entraide, le leadership. Et si on arrêtait le modèle unique qui s'applique à toute une classe? C'est le principe de l'apprentissage personnalisé. L'idée, souvent avec l'aide de la technologie, c'est d'adapter le rythme, les exercices et le contenu à chaque élève, pour que chacun, vraiment chacun, puisse exploiter son plein potentiel.
Finalement, cette autre citation du docteur Eddy résume parfaitement le but ultime. Il ne s'agit pas juste de réparer un système défaillant. L'ambition, c'est de construire quelque chose de nouveau. Un système qui ne se contente pas d'instruire, mais qui inspire, qui élève et qui transforme des vies. Le cas de la Côte d'Ivoire est spécifique, mais la question de fond qu'il soulève, elle, est universelle. Les défis sont immenses, c'est certain, mais l'espoir porté par ces idées de réforme l'est tout autant. Et ça laisse une question finale en suspens. Comment, où que l'on soit, transformer l'école pour qu'elle devienne enfin ce tremplin vers le potentiel infini de chaque enfant ?